Le 60 minutes se poursuit, on reste ensemble et en direct jusqu'à 22 h. On va parler de la fin de vie avec ce texte qui devrait ouvrir le droit à l'aide active à mourir, qui sera a priori sur la table du Conseil des ministres en décembre, mais le calendrier semble pour l'heure un petit peu flou. On va en parler avec nos invités. Yannick Gast, vous êtes le fils de Jean-Claude Gast. Il a décidé à 79 ans d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique. Il était devenu tétraplégique après un accident de ski. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est également avec le docteur Yves Delocte. Merci à vous également. Vous êtes médecin généraliste à Bruxelles. Vous pratiquez l'euthanasie parce que Bruxelles fait partie de ces pays qui autorisent ces euthanasies encadrées. C'est vous qui avez accompagné le père de Yannick Gast donc, vers cette mort. Merci à vous d'être avec nous. On est avec Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci à vous également d'être avec nous. Et Christophe Barbier, éditorialiste politique pour BFM TV. Bonsoir à Bonsoir, vous. Christophe, j'aimerais d'abord, parce que vous avez autorisé les équipes de BFM TV à suivre les dernières minutes de votre père en Belgique. Il est donc décédé jeudi dernier. On commence par regarder ce reportage signé Jérémy Cazot et Pierre Desmith. Il accepte notre caméra la veille de sa mort. Jean-Claude Gast, 79 ans, partage sa dernière journée avec ses amis et sa famille. Dernière déambulation dans les rues de Bruxelles. Dernier restaurant, entouré des siens. Des morceaux de bœuf cuits dans de la bière et des frites fraîches. Ça te parlait ou pas? L'année dernière, Jean-Claude devient tétraplégique après un accident de ski en randonnée. Après une longue année de réflexion, il a décidé d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique. Ce qu'on fait aujourd'hui de venir en Belgique, tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est compliqué, il faut avoir un réseau, des amis. Gastou le dit sur tous les tons, il n'est pas malade. Il fait un choix d'homme sain qui est prisonnier d'un corps mort. Jean-Claude Gast a dû quitter le village dont il a été maire longtemps pour choisir la fin de sa vie. Un crève-cœur pour lui, qui le pousse à vouloir faire bouger la loi et à s'adresser directement à Emmanuel Macron. C'est toujours des discours vaporeux, pas précis, qu'il arrête de faire des phrases creuses. Et je peux être un peu vulgaire, j'ai vraiment envie de dire « Macron, bouge-toi le cul ». Jean-Claude Gast s'est éteint ce jeudi, peu avant midi. Si vraiment il y a un au-delà, comptez sur moi pour vous faire signe. Voilà. Voilà, Yannick Gast, je rappelle donc que vous êtes le fils de Jean-Claude Gast, vous l'avez accompagné en Belgique dans ces dernières heures, dernières minutes. Justement, j'ai du mal à imaginer à quel point ça doit être dur. Comment vous l'avez vécu cette journée? En fait, c'est un long processus. C'est-à-dire que l'accident qu'il a eu de ski de randonnée en décembre 2022 a enchaîné sur 11 mois de processus. Assez rapidement, hein, mon père, dès qu'il a été à l'hôpital, a dit je vais faire la grève de la faim à partir de début février, ce qui nous avait fait rire dans les couloirs. Hein, on avait besoin un petit peu de pouvoir rigoler. Et à partir de là, assez rapidement, quand il a été en centre de rééducation et autres, et qu'il a vu que rien ne progressait, que les médecins aussi ont vu qu'il n'y avait rien qui n'avançait, il s'est exprimé pour un choix de fin de vie. Et c'est à partir de ce moment-là donc on a pris contact avec la Belgique. Et à titre personnel, cet accompagnement de 11 mois durant a été plutôt doux. Parce que pendant ces 11 mois, comme je lui ai dit au dernier moment hein, dans la chambre, j'ai dit là, je crois qu'on s'est quand même bien dit des choses, quoi. On a eu le temps, on a écrit, parce qu'il avait envie d'écrire aussi un livre, on a écrit des choses, on a fait des enregistrements, on a passé énormément de temps à discuter. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avec lui, donc il y avait vraiment un côté assez doux. Et le dernier moment, je veux dire, vraiment se souvenir dans la chambre, quand les infirmières très sympas qui disent vous voulez du café, du thé, on était encore tous en famille, là, on était encore 5-6, et en rigolant qui disent ou du champagne, et mon père qui dit ok oui, du champagne, et l'infirmière qui revient 10 minutes après avec une bouteille de champagne. Donc ça, c'était vraiment
un quart d'heure avant. Et on était là, on discutait. Et ensuite, on est passé dans la chambre, une chambre bien aménagée, un lit en face, sur le mur, une photo, une grande photo sur toute la largeur du mur de la mer avec un ponton. Alors nous, on vient de la montagne, on aurait peut-être préféré la montagne, mais justement, on ne peut pas faire ça chez nous, donc on s'adapte. Et puis ce dernier moment avec Yves, je ne savais pas que Yves allait être là ce soir. Hein. Je suis content de l'entendre. On garde des liens forcément avec une personne comme ça. Oui. Et là, moi j'étais avec ma mère là, ce dernier moment. Je le raconte parce que les personnes avec qui j'ai discuté, des fois elles s'imaginent quelque chose d'assez dur et compliqué. Et pour dire comment c'était doux, il y a 1 mois et demi, le chat de mes parents a eu un souci, je l'ai emmené chez le véto et il a fallu l'euthanasier. Et donc là, de nouveau, en faisant un peu d'humour noir, ma mère a été là aussi, on a dit, ben là, c'est répétition générale. Et franchement, quand le chat il a été euthanasié, il avait les yeux grands ouverts, les yeux se sont voilés, le corps a continué à bouger, il y avait de la respiration. Franchement, ça n'a pas été facile. Et la discussion que j'ai eue avec mon père, c'était de lui dire, dis donc, en tout cas, si au dernier moment tu peux fermer les yeux, moi, ça m'arrange. Et pour vous dire à quel point on avait des discussions franches. Hein. Et oui, Yannick Gast, alors vous dites c'était un long processus de 11 mois, mais le moment quand même, la première fois qu'il vous a dit « j'aimerais me faire euthanasier en Belgique », on rappelle hein, qu'il y a 4 pays d'Europe qui autorisent l'euthanasie encadrée, c'est la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Espagne. Vous, en tant que fils quand même, quand votre père vous annonce la première fois « je vais me faire euthanasier », votre réaction c'est quoi? Je ne suis pas surpris. Comme je vous dis, au début, il disait la grève de la faim. Donc après, il a enchaîné là-dessus. Il n'y a pas de surprise. Il y a de dire, OK, on va t'accompagner, mais d'abord, on va voir s'il n'y a pas des possibilités de suivre. Est-ce qu'on peut faire des choses pour que tu retrouves peut-être tes jambes, tes bras, de suivre le processus en disant, OK, t'es OK là-dessus. Au début, il n'était pas trop chaud. Puis il a dit, OK, on va aller là-dessus. Donc on a pris le temps. Au bout d'un moment, il ne voulait pas forcément rentrer à la maison. C'était un peu compliqué de s'imaginer le retour à la maison. Avec ma sœur, on a insisté. On a dit, là, nous, on veut prouver, on veut montrer que c'est possible, la vie à la maison. Donc, il est rentré. À titre perso, je lui ai vraiment dit, les yeux dans les yeux, si tu veux continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je m'arrange avec le boulot. Le boulot, ce n'est pas ma vie. Et trouver de l'argent, il n'y a pas de problème, on en trouvera toujours. On peut avoir même... louer un gros camping-car, aller sur la côte, aller des endroits, faire un peu du surf. Hop, il est là au camping, il est dans le camping-car. Après, on change d'endroit. Bon, il y avait des choses à imaginer pour lui dire qu'il n'était pas un poids pour nous. Ça, c'est important aussi de dire ça à des proches qui vont mourir. Oui. En tout cas, ça l'était. Donc, de lui dire, c'est possible, là, de vivre comme ça. Regarde, tous tes amis, il a eu des visites, des gens. Moi, nous, dans nos petits villages, il y a un peu ça quand même. Chacun connaît tout le monde. Hein. Donc, il y a vraiment une solidarité. Il y avait un groupe d'une centaine de personnes, groupe WhatsApp. Il a eu des visites tous les jours. Il y a eu 10 jours en 11 mois où il n'a pas été visité. Oui. C'est un truc de mal. Il y avait un élan long qu'on s'habitue quand même. Justement, je disais, on est avec le docteur Yves Delocte. Vous êtes donc médecin généraliste à Bruxelles. Vous avez accompagné Jean-Claude Gast, le père de Yannick Gast, vers la mort. Alors évidemment, je me suis renseignée sur vous. Voilà, j'ai lu que vous refusiez beaucoup de patients. Pourquoi avoir accepté celui-là? Je reprends justement les mots qu'on a entendus dans ce reportage. Il dit qu'en fait, il n'est pas malade. Sa tête fonctionne très bien. On l'a entendu, il parle très bien, il peut manger. Mais il est prisonnier d'un corps mort. Ce sont les mots employés. Pourquoi ce patient-là, vous vous êtes dit, OK, j'accepte de l'accompagner vers la mort? Donc, la loi belge prévoit que on peut euthanasier un patient qui est atteint d'une maladie grave, incurable ou d'une affection. Le mot affection veut donc dire, par exemple, cas malheureux du papa de Yannick, donc une paralysie, une quadriplégie dont souffrait donc le papa de Yannick, entre totalement dans le cadre de la loi belge, puisqu'il souffre d'une affection très grave, il était paralysé jusqu'au cou et incurable. Dans l'état actuel de la médecine, malgré les traitements que son papa a essayés, il n'y a pas de guérison possible.
Donc, j'ai accepté de m'occuper de lui. C'est vrai qu'il m'arrive de refuser de prendre certains patients. D'abord, la première raison est que de nombreux patients nous appellent, mais n'entrent pas du tout dans le cadre de la loi belge, qui est sévère, qui est stricte, que nous Alors, devons... quel genre de cas refusez-vous? Ah, alors, je refuse, mais c'est tout simple. Je refuse les cas qui n'entrent pas dans le cadre de la loi belge. Nous avons, je ne me moque pas du tout de ces gens qui nous appellent, des gens qui souffrent par exemple de dépression, qui sont très tristes, mais la loi belge exige, dans le cas de certaines maladies psychiatriques comme les dépressions et d'autres maladies, la schizophrénie, etc., euh, des longs traitements en Belgique, les rapports de plusieurs spécialistes et psychiatres, et qui vont devoir certifier que ce patient souffrant d'une dépression est incurable. Et donc, ça va nécessiter des longs traitements de la part de ces psychiatres qui vont durer des mois, et il est très rare que le psychiatre dise oui, ce patient est incurable. Dans ce genre-là de maladie, si le patient prend ses médicaments, il y aura des jours mieux, des jours moins bien. Donc ce genre-là de patients, moi je les refuse. La loi belge, il y a cette clause de conscience qui fait que je peux refuser. Je refuse aussi des cas de patients, d'abord des gens de ma famille, bien entendu. Oui. Vous avez beaucoup de Français, pardonnez-moi, qui viennent vous voir? Mais c'est vrai que pour le moment, depuis quelques années, parce que j'ai participé à des réunions en France, je m'occupe surtout de patients français qui viennent, il n'y a pas que moi, heureusement, en Belgique, parce que, bon, je vieillis et je ne pourrais pas continuer. Mais j'ai fait beaucoup d'euthanasie de patients français. J'en refais encore quelques-unes avant la fin de l'année, en Alors, respectant, bien entendu, la loi belge. bien sûr. Alors, justement, un mot aussi en plateau, un autre cas de figure intéressant. Jonathan Denis, je rappelle que vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et votre père, c'est ça, a bénéficié, lui, d'une euthanasie clandestine en France. Oui, mais parce que c'est toute l'hypocrisie des lois françaises. Et le témoignage de Yannick est magnifique. Mais en France, effectivement, on tolère que vous puissiez partir tels des parias, des fugitifs, fuir votre pays. En Belgique, si vous avez les connaissances, ou en Suisse, si vous avez les moyens, parce que faut-il le rappeler, la Suisse, un suicide assisté, c'est 10 000, 12 000 euros. Et il y a des euthanasies clandestines qui se passent dans notre pays. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon père en 2008. Il avait un cancer généralisé et effectivement, il avait pris la décision de choisir quand éteindre la lumière. Et il avait pris un médicament qu'il avait commandé sur Internet. C'était un peu comme dans le modèle de l'Oregon. Vous avez votre médicament, puis vous le prenez seul chez vous parce qu'il n'avait pas envie qu'on soit accusé d'assistance au suicide, justement. Il a pris seul, ce médicament. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Il est tombé dans un coma irréversible, transporté à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'une euthanasie clandestine a été pratiquée. Et j'ai attendu que le médecin décède pour pouvoir en parler, parce que ces médecins risquent énormément. Mais ça se pratique chez nous, et on voit bien qu'il faut faire évoluer la loi. Comment on peut tolérer que des personnes partent comme ça à l'étranger, alors qu'on pourrait les accompagner dans leur propre choix, dans leur propre volonté? Yannick a dit ces mots très importants, il a parlé de choix, il a parlé de douceur, parce que oui, il y a la douceur dans cet accompagnement. Moi, avec mon père, on a pu tous dire, dans cet accompagnement, il n'a pas eu, fort heureusement, à faire comme beaucoup de nos concitoyens le font aussi chez nous, c'est se suicider de manière extrêmement violente, parce que pour eux, la vie n'est devenue que de la survie. Alors justement, on le disait, Emmanuel Macron d'ailleurs l'a redit, c'était la semaine dernière, devant le Grand Orient de France, il a promis une loi de liberté et de respect. Elle devait arriver en Conseil des ministres, a priori, cette loi, en décembre. Il aurait dû d'ailleurs en parler aujourd'hui, tenir une réunion avec les ministres concernés ce mardi, sauf qu'il est allé dans le Pas-de-Calais parce qu'il y a des inondations et qu'il a évidemment un agenda chargé. On a du mal à percevoir
savoir comment, ce qu'il veut d'ailleurs déjà exactement, les modalités de cette loi, et si vraiment il a la volonté d'aller jusqu'au bout. Il y a un véritable malaise dans la décision publique autour de cette loi. La Convention citoyenne qui en a débattu, qui a tranché assez courageusement et assez franchement, date de plusieurs mois. On devait déjà en délibérer à la rentrée de l'automne dernier. Et ça a été reporté. On nous a dit que c'était parce que le pape venait en visite et qu'il ne voulait pas froisser, évidemment, la plus haute autorité de l'Église, très réservée sur l'évolution de la fin de vie. Voilà que maintenant, ce sont les inondations qui reportent cette réunion. On a vraiment l'impression que le président de la République est mal à l'aise. D'abord parce qu'en effet, il ne sait peut-être pas ce qu'il pense. Plus exactement, entre ce qu'il pense et ce qu'il entend, il y a des divergences. C'est un sujet qui renvoie à l'intime de chacun, à la famille. On en parle dans son cercle le plus rapproché sans être forcément d'accord. Qu'en pense Brigitte Macron ? Est-ce qu'elle a une clé de l'explication des hésitations d'Emmanuel Macron, du président de la République ? Qu'en disent les cultes ? Il a reçu les cultes hier pour parler d'autre chose, mais on sait que les cultes sont très attentifs à ce sujet. On a l'impression que sur ce sujet de la fin de vie... 3/4 des catholiques sont pour, en fait, sont ouverts à un changement sur la fin de vie. Et 78% des Français, dans un dernier sondage, sont également ouverts à ces changements-là. Pour l'opinion, c'est clair. La loi Claes-Leonetti, la loi en vigueur actuellement, est obsolète. C'est une loi qui permettait aux malades de donner des directives anticipées, d'arrêter les traitements, mais ça maintenait quand même le monopole du pouvoir médical sur la décision de fin de vie. On ne pouvait pas décider de partir et de quitter la vie, on pouvait simplement décider d'arrêter un traitement ou de demander à ce que les souffrances soient abrégées. Mais on n'avait pas le contrôle. On doit maintenant, parce que c'est la volonté du peuple, faire une loi qui redonne le contrôle de sa vie et de sa fin de vie à l'individu, avec beaucoup de garde-fous. Parce qu'évidemment, un dépressif passager ou quelqu'un qui a un chagrin sentimental ou un problème dans sa vie aurait trop vite recours à cela. Il ne faut pas fabriquer des suicidaires. C'est ce que disait le médecin belge d'ailleurs aussi. Il faut répondre à ceux qui, dans une décision méditée, concertée, ont pris la décision résolue de mettre un terme à ce qui pour eux n'est plus une vie, mais comme vous le disiez, une survie. Tout est mûr dans la société. Il reste le politique, qui n'est pas prêt, qui n'y arrive pas parce que le président a la main qui tremble, parce qu'on ne sait pas comment faire. Ça serait l'idéal, un référendum sur ce sujet. Parce que ça renvoie chacun à sa conviction intime. On ne peut pas faire de politique politicienne avec une question comme celle-ci. On ne peut pas dire, oui, je suis pour, mais je suis contre le président, je vais voter non. Il se dit ouvert à l'idée d'élargir d'ailleurs les référendums aux sujets sociétaux. Sauf que l'article 11 sur le référendum, il n'est pas prêt de bouger. Et si on attend cette réforme pour parler de la fin de vie, on va encore la repousser. Il y a eu une fenêtre parlementaire autour d'Olivier Fahlorny il y a quelques mois. Le président n'a pas voulu la saisir. Il doit se rattraper, ça devient urgent.